Qu'est-ce qui se passe après la mort? Bienvenue dans la cassette numéro 7. Moi, c'est Dédé et je réponds à toutes les questions que je me pose pour quelqu'un qui n'existe pas encore. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. Désolé de te l'apprendre, mais on va tous y passer un jour. Je sais pas du tout s'il y a une suite quand on meurt, si on dort éternellement ou si c'est juste fini. Et j'ai pas envie de chercher à savoir, parce que ça sert à rien. À mes yeux, c'est donner de l'importance à quelque chose qui en vaut pas la peine. C'est comme vouloir le tome 2 de ton livre, alors que t'as même pas lu 10 pages du premier. On n'en saura sûrement jamais rien, alors avant de chercher à faire des hypothèses, moi je te conseille juste de vivre comme t'en as envie. Et au lieu d'en avoir peur, tu devrais justement l'utiliser pour donner un sens à ta vie. Mais même si je suis loin de mourir, j'avoue que ça m'intrigue. Pas de savoir s'il y a une suite, mais de pourquoi ça arrive. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et aussi le déroulement, parce que c'est pas comme appuyer sur un bouton et hop, déconnexion, on range le corps. Il y a tout un chapitre qu'on nous explique pas et je trouve ça dommage. Est-ce que c'est par tabou? Est-ce que c'est par peur? J'en sais rien. Mais y a pas de ça ici. Moi, je vais tout te raconter. La mort, c'est une évidence, c'est quelque chose d'immuable, c'est-à-dire que ça change pas, ça peut pas être contourné, ça arrivera toujours, à n'importe quel être vivant, et ça, peu importe les circonstances ou le temps. Même si t'as la meilleure santé, que tu fais du sport, que tu bois pas, que tu fumes pas, que tu te drogues pas, que t'as aucune maladie et que tout va bien dans ta vie, ça t'arrivera forcément. Peut-être un peu plus tard que les autres, mais ça t'arrivera. C'est une loi naturelle. Et c'est là où moi, j'arrivais pas à comprendre. Pourquoi ça peut arriver si tout va bien? Bah la réponse, elle est simple, c'est parce que c'est à cause de ton ADN. T'en as forcément entendu parler de ça, sûrement en cours ou dans des séries pour retrouver un meurtrier ou un voleur. C'est simple, c'est ce qui contient tout ce qui fait de toi ce que tu es. Ta morphologie, ta couleur de peau, de tes yeux, de tes cheveux, ta taille, etc. C'est comme une longue liste qui n'appartient qu'à toi. Y a pas une seule personne sur Terre qui a cette même liste. Et chacune des informations de cette liste sont contenues dans chacune de tes cellules. C'est pour ça qu'on peut retrouver l'identité de quelqu'un avec un bout de cheveux, un peu de salive ou une trace de doigt. Tu vois un lacet? Je parle du truc sur tes chaussures. T'inquiète, y a une logique. On est d'accord, c'est un long fil qui a un bout de plastique à ses deux extrémités pour pas que les fils s'effilochent. Donc, pour pas abîmer le fil. Et ben l'ADN, c'est exactement la même chose. Tu vas voir. Déjà, ça ressemble à ça. C'est un long fil qui est enroulé sur lui-même et compressé. Et t'en as 46 regroupés par paire dans chacune de tes cellules, à moins que tu sois atteint d'une maladie du style la trisomie 21. Et au bout de l'ADN, il y a une extrémité qui sert de capuchon pour le protéger, et qui s'appelle télomère. Je sais pas si tu le savais, mais chacune de tes cellules se divise pour en donner d'autres. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on se répare. Le problème, il vient justement de ça. Pourtant, c'est un processus normal. Mais quand une cellule mère se divise, elle doit copier son ADN pour le donner ensuite à la cellule fille. C'est plutôt logique. Et malheureusement, ça copie pas l'ADN dans son entièreté. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une protection. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un petit bout de télomère qui passera à chaque division. Donc au fur et à mesure du temps, tu te doutes bien, il y a plus de télomère vu que ça se raccourcit. Et à ce moment-là, la cellule, elle détecte l'absence de télomère et elle arrête de se diviser. Pourquoi? Eh ben c'est pour éviter une mauvaise copie de l'ADN. Parce qu'il suffit d'une seule petite erreur pour modifier le comportement et la fonction d'une cellule. Et donc possiblement engendrer des maladies comme un cancer par exemple. Et forcément, vu qu'il y a moins de division qu'avant, le corps il se répare et il fonctionne moins vite et moins bien. Ce qui entraîne le vieillissement et à un moment plus assez d'efficacité pour faire fonctionner le cœur et les autres organes correctement. C'est ça qui cause la mort de vieillesse. Même si t'as aucune maladie ou accident, la vieillesse elle te touchera forcément. Bien évidemment, c'est une mort naturelle. Mais peu importe ce qui amène à ça, que ce soit une maladie, un accident, un homicide, un suicide ou autre, la mort elle regroupe deux choses qui arrivent pas forcément dans le même ordre. Il faut bien distinguer ces deux choses. L'arrêt du cœur et l'arrêt du cerveau. L'arrêt du cœur, c'est la mort clinique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cœur et la respiration s'arrêtent. Donc le sang il est plus envoyé dans le corps pour faire fonctionner tous les organes. Mais ça peut être réversible. On peut changer la situation avec un massage cardiaque. Ça fait pas forcément repartir le cœur en autonomie, mais ça permet d'imiter le rythme de pompe et donc d'envoyer du sang dans tout le corps. Ce qui permet de faire fonctionner tous les organes du corps et donc maintenir en vie la personne jusqu'à l'arrivée des secours, qui eux vont utiliser un défibrillateur et faire repartir le cœur avec une décharge électrique pour le réinitialiser. Mais attention, là je parle juste d'un arrêt du cœur. Je parle pas d'une grosse hémorragie ou d'un gros accident qui a endommagé gravement les organes. Parce que dans ce cas, un massage ça sert à rien. C'est pas magique. Le cœur il a besoin des autres organes pour faire fonctionner le corps. Le deuxième cas, c'est quand le cerveau il reçoit plus de sang. Ça peut arriver après l'arrêt du cœur, un AVC, une hémorragie, un gros choc. Si ça arrive, les connexions finissent par s'arrêter. Dans ton cerveau, t'as ce qu'on appelle des neurones. C'est des cellules qui servent de câbles électriques pour recevoir et transmettre des informations. En fait, ce qui fait de toi ce que tu es, ta façon d'être, de penser, c'est grâce à tes neurones. Ça forme une structure unique. Une sorte de puzzle géant très complexe. C'est grâce à ça que t'as une conscience et que t'es différent de tout le monde. Et faut savoir que les neurones, ils ont besoin d'oxygène pour vivre. C'est le sang qui leur en donne. Si jamais il y a plus de sang, alors il y a plus d'oxygène et les neurones meurent au bout de 2 à 3 minutes. Donc si par malheur t'as plus de sang dans ton cerveau pendant trop longtemps, tes neurones sont soit endommagés, ce qui provoque des paralysies physiques, ou soit ils sont morts. Dans tous les cas, on peut pas les ramener à la vie même si tout le reste de ton corps fonctionne. Ça, c'est la mort biologique. C'est quand toutes les fonctions vitales du cerveau et des organes arrêtent définitivement. À ce stade, même si on essaye de faire battre le corps artificiellement et que les organes fonctionnent, la tête redémarrera pas. La personne pourra plus revenir à la vie parce que ce qui faisait d'elle ce qu'elle était n'existe plus. Bien évidemment, l'arrêt de tout ton corps est pas direct. C'est pas comme appuyer sur le bouton d'arrêt de ton ordinateur.
Quand le cœur s'arrête, vu que le sang circule plus, les cellules elles ont plus d'oxygène et d'énergie. Et c'est pas qu'elles meurent instantanément, mais c'est plutôt qu'elles perdent la capacité à maintenir l'ordre à l'intérieur d'elles-mêmes. Au point où au bout de quelques dizaines de minutes, elles gonflent, elles éclatent et elles libèrent ce qu'on appelle des enzymes. D'habitude, ça sert à digérer ta nourriture ou réparer des trucs dans ton corps. Mais là, vu qu'elles sont libérées et qu'elles sont plus contrôlées, et bien ces fameuses enzymes elles font quoi? Bah au bout de la première heure, elles commencent littéralement à te digérer toi-même. Je sais, dit comme ça on dirait une scène d'horreur, mais c'est juste de la biologie. Ton corps, c'est une usine hyper organisée qui passe sa vie à maintenir l'ordre. À partir du moment où l'usine s'arrête, bah tout ce qui était bien rangé commence à partir dans tous les sens. Donc, les enzymes que t'avais dans tes cellules et dans ton système digestif, vu que t'es plus vivant, et ben y a plus personne pour les tenir en laisse. Résultat, entre 1 heure à 12 heures après la mort, elles se baladent dans tout ton corps et elles se mettent à dissoudre tes propres tissus. Et ça, tranquillement. C'est la première étape. Ça s'appelle l'autolyse. Auto pour soi-même et lyse pour destruction. Donc, destruction par toi-même. C'est pour ça que les organes internes sont les premiers à devenir mous. Ils sont pleins d'enzymes, donc c'est les premiers à se faire détruire. Ensuite, on est plus seul dans l'histoire. Parce que ouais, t'as pas que les enzymes qui se mettent à bosser. Dans ton corps vivant, t'as des milliards de bactéries, notamment dans ton intestin. Elles bossent pour toi toute ta vie. Elles aident à digérer, à fabriquer certaines molécules et à garder un équilibre. Mais une fois que tout s'arrête, encore une fois, bah l'équilibre, il n'existe plus. Alors au bout de 12 heures à 24 heures, les bactéries elles se mettent à se multiplier comme jamais, elles attaquent les tissus, elles fermentent et elles libèrent des gaz. C'est ça qui fait gonfler le corps après la mort. Les gens voient souvent ça dans les films d'enquête et pensent que c'est de l'eau ou du sang qui s'accumule. Mais non, c'est juste des bactéries qui bossent très bien. Peut-être même un peu trop bien. Et il y a aussi la couleur qui change. Et c'est normal. T'as sûrement déjà entendu que le corps il bleuit ou il devient violet. C'est juste logique. Ça arrive assez vite, des 2 heures à 3 heures après la mort. Le sang il circule plus et l'oxygène n'arrive plus. Et ce qui donne la couleur rouge à ton sang, c'est grâce à l'oxygène. S'il y en a pas, il devient violet. Et en plus de ça, la gravité fait descendre le sang vers le bas du corps. Ça s'appelle la lividité cadavérique. En gros, le corps il se colorie là où le sang stagne. Quand t'es vivant, tu produis de la chaleur en permanence. C'est grâce à ton métabolisme. Quand t'es mort, bah t'es littéralement une viande posée dans une pièce. Donc tu refroidis jusqu'à atteindre la température ambiante. On appelle ça l'algor mortis. Et dès la première heure, ton corps il commence à perdre environ 1 degré par heure. Ça aussi, c'est un truc qu'on voit dans des séries policières. Les enquêteurs ils touchent la peau et ils disent « il est mort depuis 3 heures ». Bon, en vrai c'est plus complexe que ça, mais l'idée elle est carrément là. Le rigor mortis, c'est les muscles qui se raidissent. Ça aussi c'est super logique. Tes muscles, ils ont besoin d'énergie pour se détendre, ce que personne t'a jamais dit. Donc, quand il n'y a plus d'énergie, les muscles ils restent coincés en position contractée. C'est pour ça qu'un corps devient rigide quelques heures après la mort. Et après un jour ou deux, le corps redevient mou parce que les tissus commencent à se décomposer. À ce stade, donc après 24 heures jusqu'à quelques jours, les organes ils se liquéfient. Donc ils passent de l'état solide à l'état liquide. Les tissus deviennent de la bouillie, les gaz éclatent les cavités, la peau elle se décolle, les bactéries elles continuent leur travail, et évidemment les insectes arrivent. Parce que oui, la nature, elle adore recycler. Les mouches vont pondre des œufs, les œufs deviennent des larves, les larves se nourrissent, deviennent des mouches, et le cycle continue. Ça peut paraître un peu dégueu dit comme ça, mais c'est juste le monde qui réutilise ce qui sert plus. Parce que comme dirait tonton Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et à la fin, les os, c'est les derniers survivants de ton corps. Tout le reste disparaît super vite, mais eux ils tiennent bon. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, selon l'endroit où t'es, la peau, les muscles et les organes ont déjà disparu. Et là, il reste surtout ton squelette. Pendant les mois qui suivent, les os ils sont encore solides, presque intacts. Puis au bout de quelques années, l'humidité, les bactéries du sol et même certains champignons commencent à les ronger. Ils deviennent plus poreux, plus friables, un peu comme de la meringue. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Entre 10 et 50 ans, selon le climat, la terre, et si t'es enterré profond ou pas, les os finissent par se casser en petits morceaux, comme de la craie sèche. Et après des dizaines, parfois des centaines d'années, il n'y a plus rien du tout. Juste de la poussière mélangée au sol. En gros, c'est très simple, ton squelette, c'est la dernière partie de toi à lâcher. Mais lui aussi, tôt ou tard, il va y passer. Un corps humain, quelques années après la mort, c'est juste de la matière rendue à la terre. Comme les plantes, comme les arbres, comme les animaux. Et après, bah c'est pas fini. Bon, une fois que t'es parti, il y a un autre truc qu'on oublie souvent. La mort, c'est pas juste biologique. Il y a aussi tout ce qui se passe autour de toi. Les démarches, les proches, les papiers, le bordel administratif. Et ouais, même dans la mort, on n'est pas tranquille. Déjà, quand quelqu'un décède, c'est un médecin qui doit regarder le corps et qui doit confirmer la mort. Et ensuite, il signe le certificat de décès. C'est un papier qui dit « Ok, cette personne, c'est sûr qu'elle est morte. Sans ça, il y a rien qui peut se faire derrière. Pas de transfert du corps, pas de démarche. » Et si la mort semble pas naturelle, genre un accident, une chute ou une suspicion de truc bizarre, là, c'est carrément le procureur qui est prévenu et le corps peut être envoyé à l'institut médico-légal pour autopsie. Ensuite, faut déclarer le décès à la mairie du lieu où c'est arrivé. C'est souvent la famille ou l'entreprise des pompes funèbres qui s'en occupe. Ils te donnent un acte de décès. C'est un peu le dernier papier officiel de ta vie. Et ce document-là, la famille elle va en avoir besoin pour tout le reste. Banque, assurance, impôts, notaire, etc. Après, il y a le choix. Inhumation ou crémation. Et ça, c'est souvent là que les discussions de famille commencent. Si t'as rien dit avant de mourir, c'est eux qui décident. Mais si t'as laissé un mot, une volonté écrite, même sur un papier pas officiel, normalement, on la respecte. Pour l'inhumation, c'est simple en théorie. Il faut une place dans un cimetière. Mais en vrai, c'est pas gratuit du tout. Parce qu'une place, ça se loue pour
pour un certain temps, 15, 30, 50 ans ou même perpétuel. Mais en vrai, c'est 90 ans la plupart du temps. Et les prix ils varient pas mal, ça peut aller de 200 € à plus de 5000 € selon la ville et la taille de la tombe. Et à la fin de la durée, si personne la renouvelle, la mairie elle peut la reprendre. C'est triste mais c'est vrai, il y a des gens qui attendent. Hein. Pour la crémation, c'est un peu différent. Le corps il est incinéré dans un crématorium. Donc en gros, on brûle ton corps. Et les cendres peuvent être soit gardées dans une urne, déposées dans un casier spécial ou dispersées dans la nature. Mais pas n'importe où, hein, il y a des règles. Tu peux par exemple les répandre en pleine mer ou dans un jardin du souvenir. Mais tu peux pas juste aller les verser dans ton jardin. Ça, c'est interdit. Une fois l'enterrement ou la crémation passée, le marathon il commence pour les proches. C'est souvent le moment le plus lourd. Parce qu'il faut penser à tout alors qu'on a la tête ailleurs. Faut prévenir la banque, la sécu, la mutuelle, les impôts, l'employeur ou la retraite, et parfois même les abonnements du quotidien. Du style internet, Spotify, Netflix, etc. C'est le notaire qui s'occupe ensuite de faire le point sur ce que t'avais. Tes biens, ton argent, tes dettes, ta maison, ta voiture, etc. Il fait ce qu'on appelle la succession. C'est ce qui reste de bon ou de mauvais. Quand tu meurs, tout ce que t'avais devient ton héritage. Mais attention, l'héritage, c'est pas que l'argent. Les dettes, elles aussi, elles se transmettent. Si t'as laissé des crédits, des factures ou un prêt étudiant pas remboursé, ça fait partie du lot. Les héritiers, ils ont 3 choix. Accepter la succession pure et simple, donc ils récupèrent tout, les biens et les dettes. Accepter à concurrence de l'actif net, donc en gros ils acceptent, mais seulement dans la limite de ce que vaut l'héritage. Donc si t'as 20 000 € à donner, mais 10 000 € de dette, bah la famille elle aura que 10 000 €. Et le troisième choix, refuser la succession. Ils prennent rien, ni argent ni dette. C'est radical, mais au moins t'as pas de mauvaise surprise. Le notaire, il s'occupe aussi du partage entre les héritiers. Qui prend quoi, qui a droit à combien, etc. Et c'est souvent là que les familles elles s'embrouillent. L'argent, ça fait parfois plus de dégâts que la mort elle-même. Et si t'as personne, parce que ouais, tout le monde parle de la famille qui s'occupe des papiers, mais il y a des gens qui ont personne. Pas de proches, pas d'amis, pas de contact, parfois même pas un voisin au courant. Et dans ce cas-là, c'est pas le néant. Il y a quand même un système qui prend le relais. C'est la mairie qui s'occupe de tout. Si t'es enterré, t'as une place au cimetière avec une plaque portant ton nom. Et t'as une place pendant 5 ans. Après, la place est finie par être donnée à quelqu'un d'autre. Pour tout ce qui est dette, argent, appart, ça passe dans les mains de l'État. Donc même si t'as personne, t'es pas effacé. Le système, il fait en sorte que t'aies une sépulture, un traitement digne, et que tes biens ils soient pas juste abandonnés. Mais c'est sûr que c'est pas pareil que quand t'as des proches autour. Et après tout ça, une fois que tout est réglé, que la terre s'est refermée ou que les cendres se sont envolées, il reste ce que t'as laissé de toi. Les souvenirs, les mots, les gestes, ce que t'as apporté aux autres et ce qu'on retient de toi. Parce qu'au final, c'est ça la vraie trace qu'on laisse. Pas les papiers, pas les comptes, pas la tombe. Mais c'est les gens qui continuent à dire ton prénom comme si t'étais encore là. J'espère que ça t'a aidé, c'était Dédé, au revoir.